Une guerre de longue durée aura-t-elle lieu à court ou moyen terme entre d'une part Israël et son allié américain et d'autre part la République islamique d'Iran et ses fameux proxys? Au moment où nous tournons, en tout cas, une sorte d'accalmie fragile semble s'être imposée et il est temps pour toutes les parties de compter les points. Qui a gagné, qui a perdu, qui s'est renforcé sur sa scène intérieure, qui s'est à contrario affaibli. Quelles leçons tirer de cette guerre de 12 jours et de la chorégraphie trumpienne, le président américain ayant donné l'impression de voler au secours de Benjamin Netanyahou pour mieux le contraindre à une forme de retenue. Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages dans l'art de la paix, paru chez Flammarion. C'est l'heure du monde n'a pas de centre, sa chronique internationale sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Après les destructions et les morts, on compte les points à Téhéran, à Tel Aviv, à Washington. Et à Washington, justement, l'heure est à la polémique sur l'impact réel des frappes américaines sur les infrastructures nucléaires iraniennes. Donald Trump l'assure, ces actions militaires ont été aussi déterminantes que les assauts nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. It was so bad that they ended the war. It ended the war. Somebody said in a certain way, that it was so devastating, actually. If you look at Hiroshima, if you look at Nagasaki, that ended a war too. This ended a war in a different way, but it was so devastating. Bien entendu, le guide suprême Ali Khamenei dit exactement le contraire et tourne en dérision ses ennemis israéliens et américains. C'est un message de victoire et de rejet donc des demandes américaines ou des affirmations du président Trump, puisqu'il dit que c'est une victoire contre, je le cite, le régime fantoche sioniste qui a été presque écrasé sous les coups de la République islamique. Il affirme également que en fait les États-Unis sont intervenus dans le conflit pour sauver donc Israël qui était dans mauvais état, et que les États-Unis eux-mêmes ont reçu donc une gifle avec la frappe contre la base militaire américaine au Qatar. Et il affirme également qu'il n'est pas question de capituler face aux États-Unis et à d'autres puissances. Cette capitulation, c'est un terme qui a été utilisé par le président Trump il y a encore quelques jours. Cette guerre de la com sur le terrain diplomatique se double d'une polémique médiatique. Selon un rapport de renseignement préliminaire qui a fuité, ces frappes auraient retardé le programme nucléaire iranien de seulement quelques mois, loin des hyperboles trumpiennes, ce qui alimente les doutes des médias et irrite fortement l'exécutif. Bertrand, pourquoi Trump tient-il tant à acter en interne une victoire qu'il exagère manifestement? Quels sont les enjeux de politique étrangère aux États-Unis? Alors ça, c'est assez facile à comprendre. Trump, c'est l'homme du succès immédiat et éblouissant. C'est l'homme des adjectifs dotés de superlatifs les plus invraisemblables. Mais c'est aussi l'homme qui, depuis le 20 janvier, date de son investiture comme nouveau président des États-Unis, n'a cessé d'accumuler les déceptions sur le dossier ukrainien, sur le dossier de Gaza, sur le dossier des tarifs douaniers, sur le dossier de l'OTAN, on en reparlera peut-être. Et donc l'Iran restait le dernier site immédiatement accessible qui pouvait lui permettre d'afficher une victoire. Donc, évidemment, il va en rajouter. Mais ce qui est intéressant, et tu le rappelais, c'est que on n'a pas affaire à deux discours, un discours iranien, un discours états-unien. On a affaire à des discours multiples à l'intérieur de chaque pays. C'est-à-dire, effectivement, la directrice des renseignements qui dit « bon, ça n'a pas eu un effet extrêmement fort », mais aussi, de l'autre côté, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui dit « ah, ben les dégâts ont été importants ». Donc, on sent bien qu'il y a une querelle d'affichage qui brouille les messages et l'information, mais en tous les cas, il en reste une idée très forte et très claire. Make America Great Again, ça veut dire montrer d'abord à Netanyahou que
il ne peut pas faire la paix sans les États-Unis, mais qu'il ne peut pas non plus faire la guerre sans les États-Unis, que sans les bombes pénétrantes et le fameux B2, rien n'était possible. C'est-à-dire, il s'agit de montrer que les États-Unis sont indispensables au monde, que l'on ne peut rien parachever sans les États-Unis, et astucieusement, mais on reparlera de l'astuce tout à l'heure, Trump montre que la puissance permet d'aller très vite à la paix, puisque c'est grâce au succès de la puissance américaine que les frappes sur l'Iran ont pu cesser rapidement. Donc c'est formidable, on est en même temps champion de la guerre et champion de la paix. Mais bon, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que la chose est infiniment plus compliquée. Alors, tu as peut-être déjà répondu en partie à cette question, mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère, Donald Trump? Pourquoi s'est-il senti obligé de faire donner son armée, alors qu'il était plutôt dans une rhétorique du retrait des terrains militaires extérieurs Ça, c'est une erreur d'interprétation qui a été très répandue, qui consistait à dire, en s'appuyant sur de vagues références à l'histoire américaine, que Trump est un isolationniste. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un isolationniste. L'homme n'a pas de politique étrangère. L'homme n'a encore moins de théorie en matière internationale. Mais l'homme a compris le succès et l'intérêt de sa formule « Make America Great Again ». Make America Great Again, ça veut dire retrouver la puissance d'hier. Retrouver la puissance d'hier sans trop dépenser en faveur de l'autre, nous sommes bien d'accord, mais ce qu'il faut suivre, c'est que cette nouvelle politique trumpienne est une politique interventionniste, mais qui n'a pas le messianisme des néoconservateurs. J'interviens pour moi. Je ne dis pas que Bush avait un interventionnisme altruiste, ce serait idiot de dire ça. Mais c'était un interventionnisme habité. Oui, et qui avait comme fonction d'atteindre un objectif politique qui était de faire un Irak démocratique ou un Afghanistan démocratique ou je ne sais quoi encore. Là, il suffit de suivre la parole de Trump, il n'a pas d'objectif politique. Bien sûr, arrêter le programme nucléaire iranien, mais ça, c'est pas un projet politique. C'est un moment, une séquence dans le jeu des rapports de force. Le seul vrai projet politique finalisé, c'est montrer, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est indispensable, c'est montrer qu'on est les plus forts, c'est-à-dire que nous entrons dans l'époque de la puissance nue, la puissance, pour montrer qu'on est puissant, et non au service du droit, et non au service des valeurs, mais d'autre part, on oublie la deuxième page, la puissance pour la puissance, elle ne s'accomplit que dans la destruction, elle ne s'accomplit plus du tout dans la construction. C'est-à-dire on a cassé, comme on casse de manière absolument génocidaire à Gaza, comme on a cassé au Liban, comme on a cassé en Syrie, comme on a cassé en Irak, mais il n'y a plus de construction. Or, les vieux maîtres, Clausewitz, début du 19e siècle, disaient « Ah, la guerre, ça sert à accomplir un projet politique. » Là, le projet politique, c'est que je sois tout en haut de l'affiche. Alors, dans le fond, quel belligérant sortent renforcés de cette guerre de 12 jours, comme on l'appelle ? Alors, il y aurait une réponse commode et pas tout à fait fausse qui consiste à dire dans cette affaire, tout le monde a perdu. Moi, j'aurais spontanément tendance à dire cela. L'Iran a perdu parce qu'elle a subi beaucoup de destruction. L'Iran a perdu parce qu'elle a des morts. On les oublie, les morts. Et de ce que l'on en sait, c'est pas loin du millier, ce qui pour ce pays est important par rapport à l'histoire immédiate. Il faudrait remonter à la guerre Iran-Irak pour trouver des morts civiles, parce que le régime est passé véritablement sous les feux de la fragilité et de l'incohérence. Donc tout ça, c'est pas très bon pour l'Iran, parce que la reprise inéluctable du programme nucléaire iranien va se révéler coûteuse pour un pays qui économiquement est complètement exsangue.
Mais Israël n'a pas gagné non plus, parce qu'elle a montré sa vulnérabilité. L'Iran n'a pas fait énormément de destruction pendant cette fameuse guerre des 12 jours, comme on dit, mais a subi quand même des dommages matériels qui, de cette ampleur, sont rares et presque exceptionnels, parce que Trump a fait savoir aux Israéliens qu'ils ne pouvaient rien faire totalement et complètement tout seul, et donc qui dépendaient encore du grand frère américain, parce que les experts des Nations Unies ont dit unanimement que Israël avait violé le droit international, parce que Israël espérait, explicitement d'ailleurs, provoquer un changement de régime en Iran et que celui-ci n'a pas eu lieu. Et puis les États-Unis ont perdu également parce que le processus n'a pas été enclenché par eux, mais par Netanyahou. On avait l'impression que monsieur Trump courait derrière Netanyahou pour le rattraper par le bras, ce qui, pour la superpuissance américaine, n'est pas extraordinaire. Et quand son propre service de renseignement dit à la face du monde que le résultat n'est pas très concluant, évidemment, c'est pas très bon non plus. Je dirais que la Russie a profité un petit peu de cette guerre, parce que on a pu cogner un peu plus fort sur l'Ukraine sans que personne ne s'en rende compte. Personne ne parle des récents événements tragiques qui ont eu lieu en Ukraine. Et parce que on est toujours content de voir les rivaux quelque peu embarrassés, mais c'est pas sûr que cette perte soit considérable pour le régime poutinien, parce que finalement c'est une opération blanche, c'est-à-dire il y a une incertitude quant à l'avenir des relations entre l'Iran et la Russie. Ça, je pense que ça fait peur à Poutine. Poutine vraiment craint par-dessus tout un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis qui peut se produire en cas de relance des négociations. Et à ce moment-là, effectivement, il risquerait un certain isolement. Donc le bilan est un peu mitigé, mais il n'est pas défavorable. Mais en tous les cas, les trois protagonistes dans cette affaire ont perdu. Alors, le régime iranien ne s'est pas effondré. À un moment donné, Donald Trump, sur son réseau social particulier, Truth Social, a donné l'impression qu'il souhaitait un changement de régime, régime change, comme on dit en anglais. Mais est-ce que ce n'est pas partie remise? Est-ce que la question de la dislocation du régime de Téhéran se posera dans les semaines, les mois, les années qui viennent? Alors, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y ait encore sur Terre des gens qui croient qu'une action militaire contre un pays étranger, que le bombardement d'un peuple puisse permettre de changer harmonieusement le régime politique. Alors d'abord, je constate que dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit. Prenons l'histoire récente, là, elle est absolument évidente. Ça ne s'est pas produit en Libye, qui est dans une situation absolument atroce depuis 2011. Ça ne s'est pas produit en Irak, où M. Bremer, le premier gouverneur américain de l'Irak, voulait installer un certain M. Chalabi, et ça n'a pas marché. On voit où en est la Syrie aujourd'hui. Autrefois, ça n'a pas marché ni en Afghanistan, où le régime de Karzai n'a jamais pu véritablement s'institutionnaliser. On pourrait continuer ainsi. Alors, j'ai en mémoire un exemple où ça a marché. C'est en France. C'est en 1815, quand les alliés qui faisaient front commun contre Napoléon au moment des 100 jours ont rétabli le roi Louis XVIII sur le trône. Bon. Mais j'ai l'impression quand même qu'entre 1815 et 2025, il y a de l'eau qui est passée sous le pont, que ça ne marche pas comme avant. Et déjà comme avant, en 1815, qu'est-ce qu'on a dit de Louis XVIII? Que c'était l'homme qui était rentré en France dans les fourgons de l'étranger. C'était la formule de l'époque. Et c'est une façon de dire que l'onction démocratique des armes est quelque chose d'absolument impossible. Mais en revanche, il y a une question et une hypothèse. La question, c'est
est-ce que, au total, ce régime a été renforcé par un réflexe, une rétraction nationaliste du peuple iranien? C'est pas impossible. Moi, j'ai eu des signes venant d'Iran qui indiquaient qu'effectivement, on n'aimait pas du tout ce régime, mais on considérait que être bombardé de l'étranger, quand on est un peuple très nationaliste, l'histoire perse de multimillénaire, c'est l'histoire du nationalisme face au risque. La Perse, de tous les temps, s'est considérée comme menacée par l'étranger, menacée par les Ottomans, les Turcs, menacée par les Arabes, menacée par les Anglais, menacée par les Russes. Donc il y a cette espèce d'obsession obsidionale qui crée dans la population une sorte de rétraction nationaliste qui avait marché en faveur de Khomeini au moment du conflit Iran-Irak. Si la République islamique a pu se pérenniser, c'est grâce à Saddam Hussein qui l'avait attaqué et qui avait provoqué ce réflexe nationaliste. Or, Saddam Hussein avait attaqué l'Iran en 1981 avec l'espoir d'abattre ce régime qu'il considérait comme menaçant pour la région. Et il y avait plein de gens jusqu'en Occident qui étaient là pour le soutenir. Là-bas, le résultat était contraire. Est-ce que ça va se reproduire aujourd'hui? Je pense que les cartes sont quand même moins favorables pour Khamenei aujourd'hui que pour Khomeini à l'époque. Et ça m'amène à ma deuxième hypothèse, c'est-à-dire ce changement de régime impossible de l'extérieur est en revanche possible de l'intérieur. Pourquoi? Parce que la société iranienne souffre, parce que l'économie iranienne est totalement exsangue, parce que la peur de ces attaques israéliennes puis israélo-américaines a été très très forte, une sorte de sidération qui a profondément marqué les consciences. Et si le temps est à l'apaisement, c'est-à-dire que ces attaques ne sont pas relancées, il est probable que nous entrions dans un contexte intérieur nouveau. Alors, il y a beaucoup de scénarios. On penserait spontanément à l'armée qui puisse prendre le pouvoir totalement. Elle contrôle déjà beaucoup de choses en Iran. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse serait plus constitutionnelle. Il y a un président de la République, Massoud Pezeshkian, qui est réputé réformateur, qui peut peut-être, avec la maladie dont souffre le guide, considérer que le temps est venu pour un rééquilibrage des institutions. Il n'y aurait pas besoin de faire un coup d'État et simplement confirmer la prédominance de la fonction présidentielle. Et puis, il y a aussi les soulèvements populaires. Les peuples, ça existe, mon cher Théophile. Et là, ça peut prendre des formes extrêmement différentes et inattendues, comme les grands mouvements sociaux de l'automne 2022 étaient inattendus, mais quand même très structurants. Alors, on avait l'impression d'un certain rapprochement entre Téhéran et Doha, mais l'armée iranienne s'est vengée des attaques américaines en attaquant les pays à partir desquels ces attaques ont été lancées, dont le Qatar. Pour quelles conséquences? Oui, alors là aussi, il faut être très prudent parce que l'armée iranienne, le régime de Téhéran se sont montrés extrêmement précautionneux dans cette réplique. Ils ont passé un coup de fil à Doha en disant attention, on va lâcher des missiles, donc faites en sorte que ça ne provoque pas trop de dégâts. Donc ce n'est pas une attaque frontale. Et la réaction de Doha est difficile d'être autre que de dire on est un État souverain, vous n'avez pas à frapper notre territoire. Le lendemain, on a su, alors est-ce vrai, on ne peut pas le vérifier, mais il a été dit officiellement et publiquement que c'est le Qatar qui avait fait office de médiation dans la définition d'un cessez-le-feu à trois, c'est-à-dire États-Unis, Israël, Iran. Ce qui prouve que les relations restent quand même fluides. Si véritablement un contentieux très fort était né, je ne vois pas comment celui qui porte ce contentieux aurait pu être en même temps le médiateur. Et puis depuis, on n'entend plus rien. Donc je pense qu'on est entré depuis déjà plusieurs années dans un temps nouveau, dans le Golfe Persique, qui est un temps où
pari coopératif l'emporte sur celui de la confrontation. Parce que tout le monde sait qu'une confrontation intérieure au Golfe Persique serait suicidaire pour tout le monde. Donc la guerre des nerfs entre l'Iran et les monarchies du Golfe ne va pas se relancer. Non, l'Arabie Saoudite a vraiment fait plus que le minimum syndical pour soutenir l'Iran, dans ses déclarations, dans ses prises de position. L'Iran aurait pu avoir une réplique beaucoup plus agressive. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, l'Iran ne s'était pas gêné pour frapper des raffineries saoudiennes, ce qui a fait, alors pour le coup, des dégâts considérables, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, qui a provoqué l'énervement et l'irritation du gouvernement de Riyad, du gouvernement saoudien, qui s'est aperçu que les États-Unis de Trump, à l'époque, ne les soutenaient pas. Donc, il y a longtemps, je crois, que les monarchies du Golfe ont tourné la page de la naïveté du protectorat américain et savent que l'optimum de leur intérêt, c'est une situation au moins de coexistence et peut-être de coopération à l'intérieur du Golfe. Alors, et Benyamin Netanyahou, dans tout cela, quel est le bilan de cette épreuve de force pour lui? Alors, bilan, est-ce que c'est pas trop tôt? Parce que je pense que l'histoire n'est pas finie. On a tendance à dire, bah voilà, c'était une guerre des 12 jours, on est au 13e, 14e ou 15e jour, donc c'est du passé. Non, je ne le crois pas. Mais on voit en revanche se profiler la matrice stratégique de M. Netanyahou, qui consiste, d'une part, mais ça on l'a souvent dit à ce micro, à affirmer sa puissance. Et cela est très important parce que dans l'esprit de Netanyahou, mais pas seulement de lui, de la classe politique israélienne, il y a l'idée qu'il n'y a pas de plan B, que la seule façon d'assurer la sécurité d'Israël, c'est la puissance. Et quand la puissance ne suffit pas, on rajoute un peu plus de puissance. Mais cette puissance, telle qu'elle est utilisée, elle détruit, elle tue jusqu'au génocide à Gaza, mais elle ne construit rien. Et on voit se profiler le résultat de cette puissance qui est plus destructrice que constructrice, c'est-à-dire cette stratégie de chaotisation qui est le répondant de cette stratégie de puissance. On voit au fil des mois qui se succèdent que l'idée d'Israël, c'est de garder ce monopole de la puissance, cette hégémonie régionale. Israël est la seule puissance nucléaire, ce qui par parenthèse ne dérange personne, au Moyen-Orient, et entend le rester, d'où sa fureur contre le programme nucléaire iranien. C'est pas parce que ce programme menace Israël, il ne peut pas menacer Israël, mais c'est parce qu'il crée un duopole nucléaire dans la région, et ça c'est considéré comme inacceptable. Eh bien, l'idée se construit de jour en jour que face à cette puissance hégémonique, puissance militaire hégémonique dans le Moyen-Orient, il ne peut s'accomplir de sécurité réelle qu'à travers le démantèlement des États qui font face. C'est-à-dire non seulement il faut être puissant, non seulement il faut empêcher les autres d'être puissants, mais d'un certain point de vue, il faut empêcher les autres d'être. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'État effondré. C'est-à-dire construire sa propre puissance sur l'effondrement des autres. Il y a des risques quand même, parce que s'il y a que du chaos autour de vous, le chaos va vous toucher. Alors justement, il faut se souvenir que le concept de collapsing state, d'État s'effondrant ou d'État effondré, ce concept a été inventé sous la pression du département d'État américain dans les années 90, c'est-à-dire du temps de la présidence Clinton, pour considérer qu'il y a dans le monde un certain nombre d'États qui n'existent plus et que donc ce n'est pas violer leur souveraineté que d'intervenir en leur sein. C'était très malin. Et on avait en tête à l'époque la Somalie, qui stratégiquement est très importante puisqu'elle contrôle la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et tout ce qui s'ensuit. Ce qui a permis aux États-Unis, effectivement, de monter l'opération Restore Hope et d'intervenir dans un pays sans violer sa souveraineté, puisqu'il n'y avait plus d'État, donc il n'y a plus de souveraineté. Bon. Et on a vu
qu'il en est advenu. D'abord, les interventions n'ont pas fonctionné, ça a été un désastre, l'intervention américaine en Somalie, mais surtout, la multiplication, en Afrique notamment, de collapsing states ou d'États extrêmement fragiles et affaiblis, a plus banalisé les sociétés guerrières, a donné le relais aux milices, aux seigneurs de guerre, que construit un ordre harmonieux. Donc, tu as tout à fait raison, c'est une stratégie dangereuse. Simplement, le calcul de Netanyahou, c'est de dire on n'est pas dans la corne de l'Afrique, on n'est pas au Congo ou au Soudan, on est dans une région où il y a une puissance structurante qui est la nôtre. Et donc, il invente une nouvelle fonction de l'État effondré. Autrefois, l'État effondré existait pour permettre aux autres d'intervenir et de manœuvrer sur son sol. Maintenant, l'État effondré, ça permet de construire un différentiel de puissance qui empêche les autres de réagir, de contrer votre propre puissance. Mais, je reste d'accord avec toi, il n'y a pas de récompense au bout. C'est-à-dire que si on assiste à une libyanisation des pays de la région, y compris de l'Iran, pourquoi pas, hein, c'est un des scénarios possibles, eh bien, on risque de voir s'installer des sociétés guerrières où il ne sera plus possible de trouver même le point de départ d'une vraie négociation. Alors, on a l'impression que le monde s'est en quelque sorte habitué aux guerres illégales. On a peu parlé des fondements légaux inexistants de l'attaque israélienne de départ, le fameux concept de guerre préventive. On a peu parlé du caractère extra-légal de l'appui américain, même si l'opposition démocrate a mollement dénoncé une offensive anticonstitutionnelle sans validation du Congrès. Signe des temps ? Alors, pas trop molle dans certaines fractions de la société américaine, notamment Bernie Sanders, qui s'est exprimé très clairement. Qui ne représente qu'une fraction du Parti démocrate. Oui, nous sommes bien... Non, mais tu as raison, fondamentalement, tu as raison. Alors, d'abord, il y a quelque chose d'absolument ahurissant. C'est que ce droit international qui interdit la guerre préventive, qui prévoit le droit de légitime défense en le subordonnant à une attaque préalable concrète, pas imaginée, mais concrète, et qui considère qu'à ce moment-là, l'État agressé doit répondre de manière proportionnée. D'ailleurs, pas n'importe comment, ça ne donne pas tous les droits. Bon, mais effectivement, la guerre préventive, c'est-à-dire celle qu'on fait non pas en réponse à une agression, mais parce qu'on craint une agression, a toujours été considérée comme illégale. Ce droit international, Théophile, c'est les Occidentaux qui l'ont inventé. Le droit international, il a fait son apparition au XVIIe siècle, le grand juriste Grotius, puis après Vatel et quantité de toutes les écoles de droit international. Et les diplomaties occidentales, quand ça ne les arrange pas, les ignorent. Alors on a opposé très justement à Poutine les arguments du droit international, en disant qu'il avait fait, et c'est vrai, une guerre d'agression violant le droit international contre l'Ukraine et la souveraineté de l'État ukrainien, mais le jour même du 13 juin, lorsque Israël a lancé ses attaques contre l'Iran, on a entendu Emmanuel Macron parler de soutien inconditionnel. Et ça, moi, je suis tombé de ma chaise, parce que l'on considère, c'est un autre débat, qu'il y a un risque dans le programme nucléaire iranien. Ce qui demanderait beaucoup de précautions dans l'affirmation et aussi de s'interroger sur le risque de la détention de l'arme nucléaire par certains pays, dont Israël d'ailleurs. Un pays qui fait de tels meurtres à Gaza serait capable d'utiliser un jour cette arme nucléaire. Mais que l'on dise il y a un danger, il faut à tout prix le contenir. Mais parler de soutien inconditionnel, inconditionnel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour démanteler le programme nucléaire iranien, c'est-à-dire tuer des civils, c'est-à-dire détruire des stocks de carburant, c'est-à-dire détruire des hôpitaux, c'est-à-dire tout un tas de choses. C'est quand même absolument ahurissant. Alors, je ne veux pas pour autant capituler, c'est-à-dire, bah oui, à un moment, on a cru au droit international, il n'existe plus maintenant. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Moi, j'appartiens à une génération de ceux qui ne connaissaient pratiquement pas le droit international. Pendant la guerre froide, personne ne parlait du droit international. Ce qui, quand même, est positif, et il faut quelquefois voir les aspects positifs, c'est que
depuis la fin de la bipolarité et l'essor de la mondialisation, on ne cesse de mobiliser le droit international. Il a une vertu énonciatrice qu'il n'avait pas naguère, qu'il n'avait pas du temps de la guerre froide et de la bipolarité. Et on sait dénoncer ce qu'on ne faisait même pas autrefois, les manquements au droit international. La guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, Mayotte, ce référendum qui a été fait, le peuple comorien décidant à une écrasante majorité l'indépendance, et puis la France retirant un morceau du Comore en disant « Ah bah oui, mais on garde ça ». Et on pourrait ainsi continuer. Ce droit international, il est malmené, mais depuis quelque temps, as-tu remarqué à quel point l'énonciation du droit devenait audible? Jamais on n'a autant parlé de la Cour pénale internationale depuis qu'elle a émis des mandats d'arrêt contre ces deux délinquants, ces deux criminels que sont Poutine et Netanyahou. Jamais la Cour internationale de justice a été à ce point suivie quand elle parle de risques génocidaires. La parole du droit, elle est forte, elle est porteuse de ce que les anglo-saxons appellent le shaming, ce qu'on pourrait dire en français la stigmatisation, c'est-à-dire en utilisant le droit, on dénonce. Ce que l'on avait oublié de faire autrefois, moi je trouve quand même que c'est un petit quelque chose. Nous sommes quand même dans un temps où la parole du droit existe. Eh bien, à nous individus, à nous sociétés, à nous mouvements sociaux, de faire en sorte que cette parole soit relayée et arrive jusqu'aux oreilles des dirigeants. Alors, j'ai pas envie de terminer cette émission sans te demander, et la Palestine dans tout cela? Est-ce que cette fameuse guerre de 12 jours a été encore un écran de fumée pour invisibiliser le martyre continu des Palestiniens et en particulier des Gazaouis? Incontestablement. C'est-à-dire que pendant ces attaques sur l'Iran, les forfaits à Gaza ont été non pas poursuivis, mais renforcés. C'est quand même incroyable, Théophile, c'est quand même incroyable que tous les jours, on nous rapporte, généralement à 20h25 dans le journal du 20h, jamais à 20h01 ou à 20h02, on nous rapporte que les malheureux qui sont venus chercher de la nourriture se sont fait tirer dessus quand ils essayaient d'avoir un sac de farine, un morceau de pain ou je ne sais quoi. Et la communauté internationale, entre guillemets, rien. Il y a eu hier un sommet européen. Oh, on a parlé de beaucoup de choses. C'était vaguement question d'Israël, mais juste pour faire remarquer qu'un certain nombre d'États s'accommodent parfaitement de ces crimes à Gaza et s'opposeraient à des sanctions contre Israël. Alors on est en train de discuter d'un 18e paquet de sanctions contre la Russie, contre Israël, alors qu'on a un véritable levier. Point du tout. Et alors, le comble du comble, mais ça, j'espère que les chansonniers sauront en faire un beau spectacle, ça a été le sommet de l'OTAN à La Haye, où le secrétaire général a eu ce ridicule qui restera dans la mémoire de tous, d'appeler, sans rigoler, Trump daddy, papa. Mais vraiment, à quel niveau de bassesse l'Europe se trouve reléguée aujourd'hui ? Jusqu'à appeler papa, quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui essaye de vous piéger par tous les moyens et quelqu'un qui piétine tout ce qui ressemble à du droit ou à des valeurs. C'est quand même assez effrayant. Alors, le dictateur centrafricain Jean Bedel Bokassa appelait bien Charles de Gaulle papa. Oui, mais je pense que le général de Gaulle valait infiniment mieux que M. Trump. Et je pense que Jean Bedel Bokassa était infiniment moins ridicule que M. Rutte. Vraiment, Trump en plein Rutte, c'est quelque chose d'assez étrange. Merci beaucoup Bertrand Badi, politiste, auteur de nombreux ouvrages dans l'art de la pêche et Flammarion et
porteur de cette chronique internationale sur le média. Le monde n'a pas de centre. Restez connectés aux médias.